Les matins de France Culture. Jean Lémarie. Entre la Russie et l'Ukraine, y aura-t-il un vainqueur ou y aura-t-il une paix? Certains parlent d'une paix juste. Et si oui, quel type de paix? Ces questions, vous les avez entendues, j'imagine, des centaines de fois, après bientôt 3 ans de guerre. Elles prennent peut-être aujourd'hui un nouveau sens. Ce sens, nous allons tenter de le définir ce matin avec nos invités. Bonjour Sylvie Berman. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancienne ambassadrice notamment de France en Chine, au Royaume-Uni et en Russie, où vous avez représenté la France jusqu'en 2019. Vous êtes aussi l'autrice de ce livre, Madame l'ambassadeur, aux éditions Taillandier. Bonjour Jean-Dominique Merchet. Bonjour. Journaliste à l'opinion, grand spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Auteur, au début de cette année, d'un ouvrage intitulé « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» qui faisait le point de manière très précise chez Robert Laffont sur l'état des forces, y compris des forces françaises. Un nouvel hiver commence, le 3e donc depuis le début du conflit. Ces derniers jours, on l'a vu clairement, l'offensive russe était beaucoup plus intense. Et pourtant, depuis le début de l'agression, les acteurs du conflit n'ont jamais autant parlé de paix. Alors chacun le fait avec ses mots. Mais quelque chose se passe là et on va essayer de comprendre précisément ce qui se passe. Regardons, si vous le voulez bien, d'abord le terrain à la fois militaire et diplomatique, les événements des derniers jours. Pas de répit, visiblement, notamment cette attaque russe sur l'Ukraine, très, très brutale, c'était le jour de Noël. Que cherche Vladimir Poutine, là, militairement peut-être d'abord, Jean-Dominique Merchet? Il cherche à gagner la guerre, voilà. Toujours, je pense. Il n'a pas renoncé pour l'instant à ses objectifs. Donc, il poursuit deux offensives. Une offensive au sol, c'est-à-dire d'abord repousser les Ukrainiens qui ont pénétré sur le territoire russe au mois d'août, dans la région de Koursk, et par ailleurs essayer de conquérir le maximum de terrain dans le Donbass, et notamment avec cette offensive qui a lieu dans la région de Pokrovsk. Si on prend les derniers mois, les Russes ont réussi à conquérir environ 3000 km². C'est la moitié d'un département français, c'est 0,5% du territoire de l'Ukraine. On n'est pas dans des choses considérables. Mais il y a une poussée depuis qui s'est accélérée. Ça va 4 fois plus vite que l'année dernière, la poussée russe. Donc il se passe quelque chose. Et il y a une deuxième campagne, un deuxième front, qui est le front de l'arrière, avec des frappes, c'est ce dont vous parliez, sur les villes et sur les installations électriques. Là encore, on voit qu'ils poursuivent leurs objectifs de mettre l'Ukraine à genoux, mais qu'ils n'y parviennent toujours pas, parce que l'Ukraine, au 3e hiver de la guerre, a toujours des capacités de résistance, et même si son potentiel électrique, notamment son réseau électrique, souffre, il n'est pas totalement détruit parce que les Russes n'ont pas les moyens suffisants pour les détruire. Donc on va dire, pour prendre une image, que l'Ukraine plie mais ne rompt pas. État des lieux militaires. Merci Jean-Dominique Merchet. Diplomatiquement, Sylvie Berman, qu'est-ce que ça signifie ? Alors d'abord, ce qui a changé, vous avez posé la question tout à l'heure, c'est évidemment l'élection de Donald Trump et ses déclarations sur sa capacité à faire la paix en 24 heures. Donc je crois que les acteurs s'inscrivent dans cette perspective, même si elle est un petit peu floue. Y compris dans la poursuite de la guerre elle-même. Y compris dans la poursuite de la guerre elle-même. C'est la raison pour laquelle, effectivement, des deux côtés, on jette toutes ses forces dans la bataille. Pour les Russes, il y a l'avancée qui a été évoquée tout à l'heure par Jean-Dominique Merchet autour de Pokrovsk, effectivement, qui est un nœud stratégique. Mais ce qui est important aussi pour les Russes, c'est la région de Koursk, parce que c'est difficile d'arriver dans la négociation avec une partie du territoire qui est occupée. Et là, pour le moment, les Russes continuent à avoir des difficultés malgré l'apport des Nord-Coréens. Donc, de toute façon, des deux côtés, on cherche à être au maximum en position de force pour les négociations à venir. Mais ils le savent qu'il y aura des négociations. Poutine l'évoque de plus en plus, même si mais il met des conditions qui
sont bien évidemment inacceptables. Et en fait, le discours de Volodymyr Zelensky a totalement changé, hein, en disant que finalement, au Donbass, les gens vivent comme des Russes, qu'il y a il laisse entendre qu'il y a peu de chances de récupérer le Donbass. On va entrer dans les détails. Je voudrais qu'on reste quelques instants sur cette incursion ukrainienne en Russie. Vous l'évoquez tous les deux tout de suite. C'est vrai qu'elle est intéressante militairement, symboliquement. Elle est très importante tout de même, très importante. Si je ne me trompe pas, première incursion étrangère sur le territoire russe depuis quand, Sylvie Berman? Depuis la Seconde Guerre mondiale? Depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, c'est un camouflet pour Vladimir Poutine, et en même temps, il a choisi de le traiter par la dérision, en disant c'est finalement une attaque terroriste et on va le régler comme ça. Hein. Sauf qu'il avait déjà fixé une date limite pour récupérer le territoire, qui était le 1er octobre. On en est loin aujourd'hui. Ils ont récupéré 40% du territoire, mais il reste 60% sous le contrôle des Ukrainiens. Mais encore une fois, c'est difficile pour Vladimir Poutine d'accepter une négociation qui donnerait l'impression de porter aussi sur le territoire de la Russie. Jean-Dominique Merchet? Oui, je pense que Sylvie vient de le dire, il n'y aura aucune négociation du côté russe tant qu'il y aura un Ukrainien sur le sol de la Russie, je le pense. Je pense qu'ils ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas accepter cette situation. Donc ils vont. C'est pour ça que les négociations, on va y venir tout à l'heure, mais ça va être compliqué quand même. Même s'il y a manifestement, on y va clairement. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Je crois que les Ukrainiens ont compris qu'ils ne gagneraient pas cette guerre comme ils avaient pu l'imaginer l'année dernière, c'est-à-dire de repousser les Russes de leur territoire par la force militaire. Ça, je pense qu'ils ont fait le constat que ce n'était pas possible. Et effectivement, sur cette région de Koursk, c'est une opération très surprise au mois d'août. Ils sont rentrés, ils ont pris quelques milliers de kilomètres carrés, ils en tiennent toujours une partie. C'est vrai que les Russes essaient de les en chasser. C'était très habile politiquement. Il y a eu des interrogations sur l'aspect militaire. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû se concentrer plus tôt pour chasser les Russes du Donbass, etc. Mais après tout, la guerre, c'est quand même d'abord de la politique. Une guerre qui n'entraîne pas dans son sillage que des Russes et des Ukrainiens. Vous avez commencé à l'évoquer, Sylvie Berman. Il y a ces soldats nord-coréens également sur le champ de bataille. On ne sait pas combien d'ailleurs exactement. On ne sait pas davantage combien sont morts déjà. On dit des centaines, on dit des milliers. Militairement, l'engagement nord-coréen et diplomatiquement, que pèse-t-il dans ce qui se joue en ce moment? Je veux dire à la fois sur le terrain militaire et dans les discussions qui commencent à avoir lieu. Qui veut commencer? C'est probablement trop tôt pour le dire sur le plan militaire. D'abord, on ne sait pas réellement qui sont ces soldats. C'est-à-dire, on nous dit que c'est des troupes d'élite, mais en même temps, on a vu qu'ils avaient un petit carnet avec des instructions qui montraient que pour certains, c'était des débutants. Donc, il doit y avoir les deux. Ils ne font pas la différence pour le moment, mais il peut y en avoir davantage puisque la Corée du Nord a indiqué que ça pourrait aller jusqu'à 100 000. Alors, effectivement, avec des rotations. Et même s'ils sont... C'est considérable. Oui, mais l'armée, enfin le pays, c'est une caserne, hein, donc ils ont suffisamment de militaires, et en plus de ça, plus c'est 1 million, 2 millions, en plus de ça, pour Kim Jong-un, ça permet de les aguerrir, puisqu'ils n'ont pas fait de guerre depuis la guerre de Corée en 1953. Donc pour le moment, ils ne font pas la différence. Il y a beaucoup de morts, mais c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de morts aussi du côté russe, donc il n'y a pas de raison. J'avais dit un jour, ils n'ont pas des amulettes qui leur permet d'éviter d'être tués. En revanche, ce qui a fait la différence, c'est les 3 millions d'obus, de munitions qui ont été fournis par la Corée du Nord, sachant à titre de comparaison que l'Union européenne, qui en avait prédit, enfin qui avait affiché 1 million, ne les a jamais livrés. Donc cette aide est effectivement importante. Jean-Dominique Merchet. Alors militairement, ça ne pèse pas grand-chose aujourd'hui. En revanche, politiquement, ça pèse beaucoup. Ça dit deux choses politiquement. Ça dit que la Russie a des problèmes à la fois d'industrie, on parlait des obus, la Russie a besoin de l'industrie nord-coréenne, de l'armée nord-coréenne et de l'Iran aussi pour ses missiles, pour se fournir en matériel, et elle a du mal toujours à recruter suffisamment de troupes, donc elle va en chercher
aujourd'hui en Corée du Nord, hier dans les prisons, avec des primes extrêmement élevées pour recruter, parce qu'elle aussi, comme les Ukrainiens, a des problèmes de mobilisation. C'est le premier sens politique que ça a. Le deuxième, c'est que, et ça c'est très important, c'est que ça relie la guerre en Ukraine, c'est-à-dire l'Europe, à un autre théâtre, celui du Pacifique, celui de l'Asie. Et ce théâtre, il est stratégique pour les États-Unis. Donc ça crée un lien entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Corée, autour de la Chine, dans la zone Indo-Pacifique, comme on dit aujourd'hui. Et ça, pour les États-Unis, c'est un réveil en se disant, effectivement, il y a une forme de mondialisation, de globalisation de la guerre en Ukraine qui fait que les États-Unis ne peuvent pas s'en désintéresser en disant c'est l'affaire simplement des Européens. Ça, c'est un tournant important dont on ne mesure peut-être encore pas toutes les conséquences. Est-ce qu'il est inédit, ce lien entre cette zone Indo-Pacifique et ce terrain ukrainien que nous connaissons davantage? C'est la première fois depuis le XIIIe siècle, depuis Gengis Khan, qu'une armée asiatique combat en Europe. Alors, il y avait eu des manœuvres chinoises en Biélorussie l'été dernier. C'était déjà un avertissement, c'était des manœuvres. Hein. Mais là, pour la première fois, depuis les Mongols, des soldats d'une armée asiatique combattent en représentant de leur pays sur le sol européen. C'est tout à fait, c'est un basculement historique comme on en assiste une fois par peut-être millénaire. La vraie limite géographique de cette guerre, quelle est-elle alors, Sylvie Berman ? Pour le moment, d'abord, il faut noter que les soldats nord-coréens sont sur le territoire russe et pas sur le territoire ukrainien, même s'ils combattent. La Russie a besoin d'alliés. Ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine n'était pas allé en Corée du Nord depuis l'année 2000, c'est-à-dire l'année de son élection. C'est un pays qu'il méprisait et un pays qui était sous sanction grâce aux négociations entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, donc avec la participation active de la Russie. Donc aujourd'hui, il n'y a plus effectivement de règles. Les sanctions qui frappent la Corée du Nord, finalement, ne sont plus très efficaces dans la mesure où il y a un accord avec la Russie pour aider le programme balistique et nucléaire nord-coréen, ce qui est effectivement un sujet d'inquiétude pour les Américains et pas seulement. Mais pour le moment, c'est une guerre qui est mondialisée, mais ce n'est pas une guerre mondiale, en tout cas à ce stade. Avec des incidences tout de même plus larges en Europe, ça on le dit depuis le début de la guerre, mais on l'a vu encore ces derniers jours. Je pense à ce câble sous-marin entre l'Estonie et la Finlande en mer Baltique, avec un pétrolier russe soupçonné de l'avoir saboté. On parle de flotte fantôme russe, j'aime bien cette expression. Est-ce que ça veut dire tout de même que de manière différente, la guerre s'étend progressivement ailleurs en Europe, Jean-Dominique Merchet, ou c'est excessif de le dire? Pour l'instant, c'est un peu excessif, n'affolons pas. L'OTAN a réussi quand même à limiter l'extension. Le fait qu'il y ait une sécurité garantie par l'OTAN a quand même réussi à limiter l'extension. Et l'organisation dit qu'elle va tout faire pour continuer à garantir cette sécurité. On voit des choses se passer, mais qui ne sont pas d'ordre militaire. On voit des choses se passer dans des tentatives de déstabilisation politique. On voit la Géorgie, par exemple, qui est en train de rebasculer du côté russe. On voit des tentatives en Roumanie. On voit des choses qui se passent en Slovaquie, peut-être en Hongrie. Enfin, on voit bien que ça bouge, mais on est encore dans des choses politiques et pas dans du conflit armé. On va continuer à parler dans une vingtaine de minutes ensemble des contours que pourrait revêtir une paix ou des pourparlers ou des discussions ou un compromis, le mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Juste d'un mot, Sylvie Berman, la question à laquelle il est impossible de répondre évidemment. C'est pour bientôt ou pas? Jean-Dominique Merchet dit des choses bougent. Ça va bouger ou pas là dans les prochaines semaines? Je pense que ça va bouger parce que quand on entend les déclarations des uns et des autres, on voit bien que quelque chose se prépare, même si les contours restent flous. Mais on peut imaginer effectivement autour de quoi il pourrait y avoir des compromis. Que peut être ce quelque chose? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble à partir de 8h20. Vous restez avec nous, Sylvie Berman, Jean-Dominique Merchet. Merci à vous. 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Jean Lémarie. Une victoire
ou des négociations, voire une paix, une vraie paix? Et quelle paix? Voilà les questions que nous abordons ce matin avec nos invités. Ils sont toujours là tous les deux. Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France à Moscou. Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions de défense. Entre la Russie et l'Ukraine, clairement, vous nous le disiez tout à l'heure, le conflit semble en train d'évoluer. Comment? C'est toute la question. Alors que Kiev et Moscou évoquent de plus en plus une paix ou un compromis. Essayons de comprendre qui a intérêt à quoi. Commençons peut-être, Sylvie Bermann, par le pays agressé, l'Ukraine. Aujourd'hui, quel est son intérêt sur ce point? Alors, l'intérêt d'Ukraine, c'est qu'elle n'est pas en train de gagner sur le plan militaire depuis l'échec de la contre-offensive l'année dernière et qu'elle a compris qu'il faudrait négocier. Par ailleurs, sur le terrain, vous avez des jeunes qui sont enrôlés de force et qui ont dit à des commandants ukrainiens qu'ils ne voulaient pas être sacrifiés pour des villages du Donbass dont ils n'avaient jamais entendu parler. Donc il y a une évolution de l'opinion public. D'autre part, Volodymyr Zelensky n'a jamais voulu mobiliser les jeunes et il le dit d'ailleurs qu'en 2025, alors il dit que l'Ukraine gagnera par la voie diplomatique, mais son intérêt effectivement est d'arrêter la guerre, pas à n'importe quel prix bien sûr, on y reviendra, mais c'est en tout cas son intérêt. Quand il évoque une paix juste, quel sens met-il derrière ces mots? Le sens qu'il met, c'est qu'il ne veut pas que ce soit une victoire totale de la Russie, bien évidemment, une victoire de l'agresseur. Mais une victoire partielle, ça lui conviendrait aujourd'hui? Alors, je crois que chacun... Je pense qu'ils vont perdre tous les deux. C'est-à-dire que l'Ukraine perdra certainement des territoires. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Yermak, donc, qui a fait une interview, a dit une chose très importante. Le bras droit de Zelensky s'exprime ce matin dans Libération, notamment. Tout à fait. Et en fait, le plus intéressant, c'est qu'il dit que l'Ukraine est définitivement entrée dans l'histoire. Et je pense que c'est ça qui est le plus important pour l'Ukraine, c'est une reconnaissance véritable de sa souveraineté, de son indépendance, voire même de son existence qui avait toujours été niée par la Russie. Donc je pense que c'est ça qui est important pour l'Ukraine. Après, on verra effectivement les compromis qu'il faudra nécessairement faire. Mais en termes de victoire, donc je pense que chacun va perdre. La Russie a déjà beaucoup perdu dans ses relations avec l'Occident, l'avancée de l'OTAN, mais en même temps, chacun devra présenter une victoire, aussi bien les Ukrainiens que les Russes. Jean-Dominique Merchet, vous diriez les choses de la même façon? Oui, je suis assez d'accord avec, je suis d'accord avec ce que Sylvie Bermann vient de dire. Regardons quel était l'objectif initial de Vladimir Poutine lorsqu'il déclenche la guerre en février 2022. C'est de défiler, que son armée défile dans les rues de Kiev, installe un gouvernement à sa botte. Il parlait de dénazifier ce pays, tout à fait ridicule. Ça ne se passera pas. Massivement, il pourra garder sans doute quelques territoires dans le Donbass, ailleurs, sans doute, peut-être la Crimée également. Territoire que, d'ailleurs, il contrôlait de manière directe ou indirecte depuis 2014. N'oublions pas que la guerre commence en 2014. Mais son objectif massif, c'est-à-dire le fait de soumettre la totalité de l'Ukraine à la Russie, ça, c'est un échec pour lui. Donc oui, effectivement, la situation est telle que Sylvie Bermann l'a décrite, avec effectivement également une Ukraine incapable militairement de reconquérir ses territoires. Donc ce qui change la donne, on le rappelait tout à l'heure, c'est évidemment l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec son ambition d'imposer la paix, mais je dis bien d'imposer la paix, parce que n'oublions pas que lorsqu'il dit « je veux la paix », il dit « je veux la paix par la force ». Que signifie cette expression? Bien que ce serait une paix américaine. C'est qu'il doit y avoir un vainqueur à la sortie. À la fin de la journée, comme disent les Américains, il doit y avoir un vainqueur, et ce vainqueur ne peut pas être Vladimir Poutine, ce sera Donald Trump. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, il faut que ce soit Donald Trump qui gagne cette affaire. Et ni l'Ukraine, ni la Russie, mais que ce soit la réaffirmation de la puissance américaine. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie une victoire de Donald Trump sur ce terrain tout de même très lointain? Eh bien, nous n'en savons rien.
Sylvie Berman, la Non, Pax mais- Americana. C'est la Pax Americana, sa victoire. C'est-à-dire qu'il a dit depuis le début qu'il ne voulait pas, bon, d'une part, de soldats américains et d'interventions américaines sur des territoires étrangers, que l'Europe n'était pas sa priorité et qu'il souhaitait la paix. Et si Donald Trump est capable, effectivement, d'imposer une paix, ça sera une victoire pour lui, qui lui vaudra peut-être même le prix Le prix Nobel. Nobel de la paix. Voilà. On C'est dit ça quelques heures après la mort de Jimmy Carter, ancien président américain qui, lui, avait obtenu le prix Nobel de la paix. Mais bon, la comparaison entre les deux hommes s'arrête là, je pense. Non, donc c'est ça, effectivement, la victoire de Donald Trump. Il a des moyens de pression parce que c'est un État fort, parce que lui-même est imprévisible et donc il faut tenir compte de ses positions. Il a depuis longtemps des relations qui sont plutôt d'admiration avec Vladimir Poutine. La Russie... Bon, est en train effectivement de gagner, mais difficilement sur le terrain, et en tout cas à Koursk, la messe n'est pas dite. Elle a des difficultés économiques, même moins importantes que ce qu'on dit. Elle est loin de s'effondrer. Elle a encore 3,5 de taux de croissance selon le FMI. Aussi parce que c'est une économie de guerre qui n'est pas nécessairement une économie très productive, mais donc à terme, la Russie aura besoin d'une porte de sortie et seul Donald Trump peut l'offrir sans humiliation, effectivement, pour la Russie. Puis l'avantage d'un autocrate, c'est qu'il peut décréter lui-même vis-à-vis de son peuple ce qu'est la victoire. Donc il mettra l'accent, bien entendu, sur les territoires conquis, oubliant son échec initial, qui était effectivement d'avoir une Ukraine à sa botte. Jean-Dominique Merchet. Oui, toute la question aujourd'hui, on voit à peu près ce que Donald Trump souhaite faire. On ne sait pas comment il souhaite le faire. Mais on voit bien qu'il veut imposer la Pax Americana, c'est-à-dire la paix américaine. Mais attendez, ça veut dire un gel de la situation actuelle, c'est ça? Oui, vraisemblablement. Ou, en fait, on ne sait pas. On voit des choses se mettre en place. Mais la grande question est là. Nous n'avons encore moins de réponses. C'est est-ce que Vladimir Poutine est prêt à le faire? Est-ce que Vladimir Poutine est prêt à accorder ça aujourd'hui à Donald Trump? Est-ce qu'il estime y avoir aujourd'hui intérêt à se dire oui, bon, finalement, il faut que je sorte de ce conflit et je vais m'entendre avec Donald Trump. Attendez, pour donc trouver une l'essentiel, solution. c'est ce qui Voilà. se joue entre Poutine et Trump. Évidemment, c'est ça? parce Ouais. que, bien entendu, l'Ukraine et les Européens ne seront que des partenaires minoritaires dans l'affaire. L'ambition de la Russie, l'ambition permanente de la Russie, de Poutine, c'est d'être traitée d'égal à égal par les États-Unis. Si elle arrive à ça, à se replacer comme étant le partenaire, l'interlocuteur privilégié, voire unique de Washington, pour la Russie, ça c'est une grande victoire. Mais est-ce que c'est ça qui va se passer? Franchement, aujourd'hui, quiconque ferait des prévisions, je pense qu'elles seraient assez vite démenties par les réalités à venir. Sylvie Berman, vous qui connaissez très bien la Russie, le Kremlin, Poutine, son entourage, c'est vraiment l'élément essentiel aujourd'hui, ce lien avec Trump et la manière dont le président américain de retour au pouvoir va États-Unis, réagir. je dirais, plutôt qu'avec Trump. Oui, l'obsession de Vladimir Poutine, c'est le rang et la sécurité de la Russie. Alors, il pense que la sécurité a été menacée par l'OTAN, voire par les Ukrainiens, même si ça paraît absurde, et son rang sur la scène internationale est fondamental. Il considère qu'il a été humilié par les Occidentaux. C'est quelque chose qui revient constamment, bon, en particulier pendant la période de Yeltsin. Donc oui, il cherche cette parité, même si c'est une fausse parité avec les États-Unis, mais d'être reconnu comme un véritable interlocuteur. Et puis quand même, il y a des sanctions qui pèsent sur la Russie et qui, à terme, même si pour le moment, elles ne sont pas très efficaces, mais qui poseront un véritable problème à la Russie. Et puis la Russie ne peut pas rester coupée de la moitié du monde si elle veut être une grande puissance. Il n'y a que les États-Unis qui peuvent lui offrir cela. Donc il y aura une levée partielle, probablement des sanctions.
Et puis, il est donc, inculpé par la Cour pénale internationale. Ouais. Et cela, évidemment, s'il y a une négociation avec lui, devra être levé à un moment donné. La raison étant la capture d'enfants ukrainiens qui, évidemment, devront retourner en Ukraine. Mais formulons-le encore autrement. Vous imaginez Donald Trump de retour à la Maison-Blanche offrir une porte de sortie à Vladimir Poutine? Jean-Dominique Merchet. Oui, ouais, c'est... Pardon, j'insiste là-dessus, mais c'est assez frappant, c'est intéressant. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il cherche, en fait. Puisqu'il veut la paix, il dit qu'il faut arrêter la guerre. Il ne faut pas oublier, Donald Trump n'est pas un belliciste. Donald Trump ne veut pas la guerre. Donald Trump n'est pas... a compris que les États-Unis, le peuple américain, en avait assez de cette longue saison de guerre, de ces guerres sans fin qui durent depuis 30 ans aujourd'hui, depuis la fin de la guerre froide, avec... Pardon, avec les interventions en Irak, en Afghanistan, etc., etc. Il a compris ça. Il a compris que les Américains ne veulent plus ça. En ça, il représente sans doute la majorité des Américains. Obama avait à peu près, d'ailleurs, la même position politique. Donc oui, il veut réellement que la guerre s'arrête. Ça, il n'y a aucune idée. Donc pour que la guerre s'arrête, il faut que les deux parties arrêtent la guerre. L'Ukraine, elle n'aura pas le choix. Elle n'aura pas le choix. Elle dépend tellement des Américains et des Européens, d'une certaine manière, que lorsque les Américains diront on arrête, l'Ukraine devra de fait arrêter. Il y a quelques heures. En revanche, Vladimir Poutine, ça, c'est pas sûr qu'il soit prêt à céder à quelles conditions, mais ça, on verra. Il y a quelques heures encore, Zelensky déclarait qu'il espérait, qu'il attendait de manière imminente un nouveau paquet d'aides venu des États-Unis. Oui, bien sûr, parce qu'il en a vraiment besoin. Et il est donc pieds et poings liés. Tant que Joe Biden est encore à la Maison-Blanche aussi, alors. Il est pieds et poings liés à l'aide américaine. On voit bien que le fait d'avoir ou pas des missiles antiaériens, des missiles à longue portée, pour lui, c'est des choses absolument essentielles. Poutine, il y a quelques jours, la politique est l'art du compromis. La Russie y est toujours prête. Est-ce que vous pouvez nous décrypter le compromis poutinien, Sylvie Bermann? Vous savez, à l'époque de l'Union soviétique, il y avait un adage dans la négociation, ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est négociable. Donc je pense qu'il est toujours dans cet esprit-là. Mais encore une fois, c'est Donald Trump qui fixera les lignes. Et la Russie ne peut pas continuer indéfiniment cette guerre non plus, parce qu'elle perd beaucoup. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça sera son intérêt. Comme je le disais tout au début, la difficulté aujourd'hui est que l'Ukraine occupe une partie, même minime, de la Russie à Koursk, et qu'il ne voudra évidemment pas négocier des territoires contre des territoires. Il y a un sujet que nous avons à peine évoqué depuis le début de notre discussion, et pourtant il est central. C'est la question de l'OTAN, de la place de l'OTAN, du rôle de l'OTAN dans les prochains mois, dans les prochaines années. Parce que aussi bien du côté russe que du côté ukrainien, c'est un point crucial. Jean-Dominique Merchet, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, écoutez, l'affaire, en fait, est réglée. Les Ukrainiens rêvent de rentrer dans l'OTAN parce qu'ils savent qu'effectivement, l'OTAN accorde des garanties de sécurité très importantes. D'ailleurs, c'est pour ça que la guerre ne s'est pas élargie géographiquement dans le reste de l'Europe. Les Ukrainiens le souhaitent. Mais ce sera non. Les Américains et les Allemands ont dit non. Et quand je dis les Américains, ce n'est pas Donald Trump, c'est Joe Biden. Et Donald Trump encore plus que Joe Biden. Donc, sans l'accord des Américains, jamais l'Ukraine ne rentrera dans l'OTAN. Et là, il y a un blocage, c'est clair, c'est net, c'est précis. La perspective que l'Ukraine rentre dans l'OTAN n'existe pas aujourd'hui, quelle que soit la volonté de la Grande-Bretagne, de la France, de la Pologne ou d'autres, de dire oui, ce serait bien qu'on trouve un chemin vers l'OTAN. Ça, c'est des mots que les diplomates savent inventer pour habiller une situation. Mais voilà, l'affaire est réglée d'une certaine manière. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Sylvie Bermann.
Non, alors, ce qui est important, justement, pour qu'on puisse considérer que c'est une paix juste pour l'Ukraine, c'est qu'elle obtienne des garanties de sécurité. Et à partir du moment où ça ne peut pas être l'OTAN, il faudrait des garanties de sécurité de certains pays membres de l'OTAN qui accepteraient des accords de défense avec l'Ukraine, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir si jamais la Russie décidait dans quelques années d'intervenir. Ça ne sera évidemment pas facile sans le soutien de l'OTAN, mais en tout cas, ces garanties de sécurité sont très importantes. Ce qui est évoqué actuellement, moi, je ne suis pas sûre qu'un gel simplement de la situation puisse apporter la paix, parce que chacun va penser qu'il se réarme et il reprend ça dans les mois ou les années qui viennent. Les Ukrainiens ont fait l'expérience d'une situation gelée. Donc il vaudrait mieux avoir un Crimée. véritable accord, un véritable compromis, même s'il y a une perte de territoire, mais avec des vraies garanties de sécurité. Donc pour l'instant, ce qui peut être envisageable s'il y a un accord, c'est une présence, alors d'une force de maintien de la paix européenne, mais pas seulement européenne, parce que ça ne sera pas acceptable par Vladimir Poutine, mais sans doute avec des Turcs, des Chinois, des Indiens, etc., pour que ce soit neutre. Mais sans garantie de sécurité, il ne peut pas y avoir de paix durable en Ukraine. Jean-Dominique Merchet, que pensez-vous de cette hypothèse de force de maintien de la paix? On sait que c'est une hypothèse qui circule aussi à Paris, du côté des autorités françaises. Oui, j'ai beaucoup de mal à y croire, en fait. Je vois pas... vous savez, même les Polonais, qui sont pourtant très pro-ukrainiens, ont dit récemment, le gouvernement polonais a dit on n'enverra pas de soldats polonais en Ukraine. Alors, c'est vrai qu'il y a des élections présidentielles qui arrivent en Pologne et que ça fait partie du débat, mais j'ai du mal à imaginer que les pays de l'OTAN, membres de l'OTAN, sans les Américains, ou en tout cas sans une garantie militaire américaine derrière, prennent ce risque. Enfin, j'ai du mal à y croire. J'espère être démenti par la réalité, mais aujourd'hui, je ne vois pas. Vous savez, le président Macron a essayé au printemps dernier, il y a bientôt un an, en février dernier, de dire il se serait bien qu'on envoie des conseillers militaires, des troupes, comme il avait dit de manière un peu maladroite, en Ukraine. Ça a fait flop. Alors évidemment, là, on était dans une perspective de soutien au combat. Mais là, écoutez, j'ai un fort scepticisme, on va dire. Voilà. Sylvie Bermann, qui est prêt aujourd'hui à se mobiliser pour garantir une paix juste en Ukraine ? Y compris parmi ceux qui ont soutenu Volodymyr Zelensky depuis le début du conflit? Oui, non, à ce stade, ce sont effectivement plutôt des déclarations d'intention. L'Union européenne les multiplie. Mais est-ce qu'ils seront prêts à prendre ce risque-là sans avoir au moins la couverture de l'OTAN? Ce n'est pas sûr. En revanche, s'il y a un accord, qu'il puisse y avoir une présence, mais qui, encore une fois, serait plutôt une coalition de volontaires et pas dans un esprit de belliciste, de faire la guerre, mais d'éviter effectivement que la Russie n'attaque. Donc ça, c'est possible, mais je pense que ça ne peut pas être les Européens tout seuls, parce que de plus en plus, Vladimir Poutine considère qu'ils sont co-belligérants, que ce sont simplement des vassaux des États-Unis, et donc ça sera difficile. Mais avec d'autres pays qui sont des pays amis de la Russie ou des pays neutres que j'évoquais tout à l'heure, Turquie, Chine, etc., c'est pas impossible. Maintenant, ça dissuade pas totalement un pays de faire la guerre, mais quand même, si vous avez la présence de ces soldats... vous le dites avec beaucoup de prudence tout de même, peut-être parce que nous sommes instruits par l'histoire des dernières années aussi. Bien sûr, et puis qu'on a vu ce qui se passait au Liban avec la finule. Et puis si on parle des Européens, je rappelle tout de même qu'ils sont divisés de plus en plus face à la Russie. Il y a évidemment le gros de soutien officiel toujours dans les discours à Volodymyr Zelensky et au peuple ukrainien, à l'État ukrainien, mais il y a aussi, il y a quelques jours par exemple, cette visite du Premier ministre slovaque à Robert Fico à Moscou. La Slovaquie, Bratislava serait prêt à accueillir des pourparlers de paix. C'est Moscou qui le fait savoir, comme par hasard. Vous pensez qu'une conférence comme celle-là pourrait avoir lieu en Europe, chez un pays ami de la Russie, qui vient d'ailleurs semer le trouble au sein de la majorité européenne? En Slovaquie, chez Robert Fico, ça me semble difficile. Non, l'enjeu en Europe, c'est beaucoup l'Allemagne quand même. On voit quand même un chancelier Scholz qui se
qui va faire campagne comme chancelier de la paix. La paix, il risque d'être battu aux élections, mais il fait quand même campagne là-dessus. Et la paix, c'est quand même, on arrête la guerre et on se rapproche de la Russie. C'est quand même le message fort envoyé à toute une partie de l'électorat allemand qui est quand même en partie pro-russe, pour une partie, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, une partie des sociodémocrates reste pacifiste, comme on dit. Donc, effectivement... Mais vous dites pro-russe pour une bonne partie de l'opinion allemande aujourd'hui. L'extrême droite de l'AfD et le parti d'extrême gauche ou de gauche nationaliste, appelons-le comme on veut, de Sarah Wagenknecht, effectivement, ce sont effectivement des gens alignés sur la position russe. Et ça correspond aussi à une sensibilité de l'opinion allemande. Et ça correspond à une sensibilité de l'opinion allemande qui va bien au-delà des extrêmes, qui correspond en partie au sein du Parti social-démocrate. Il y a toujours eu, au pouvoir, le parti de Scholz, il y a toujours eu une tradition qu'on dit pacifiste, mais qui en réalité, qui s'avère être finalement proche des positions russes. Ce qui est en question aussi, Sylvie Bermann, oui. Oui, ce qui est vrai, mais en même temps, il y aura des élections en Allemagne le 23 février et tout le monde donne gagnant pour le moment Merz de la CDU, qui à l'inverse est très pro-ukrainien. Donc, mais ça sera peut-être un petit peu tard, peut-être que Donald Trump aura déjà fixé la ligne avant qu'il y ait un nouveau chancelier allemand. Vous amenez ma question suivante. Jusqu'à quel point les Européens sont-ils unis et peuvent-ils rester unis face à la Russie et face à cette guerre qui va bientôt toucher ces 3 ans? C'est ça aussi la question, même si on a bien compris en vous entendant l'un et l'autre que le rôle de Trump de retour à la Maison-Blanche allait être décisif. Le front européen, est-ce qu'il existe aujourd'hui et est-ce qu'il peut tenir dans les prochains mois? Sylvie Bermann. Il y a déjà des divisions on les voit, au sein là. de l'Union européenne. On a vu la Hongrie, la Slovaquie, même le fait que le chancelier Scholz ait pris contact avec Poutine. Je pense qu'il n'y a pas d'unité. En plus, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui sera l'adhésion à l'Union européenne. Et là, il y a des divisions totales. Et même la Pologne, qui est très pro-ukrainienne et anti-russe dans la guerre actuelle, a des difficultés avec l'Ukraine sur le plan agricole, sur le plan mémoriel aussi, parce qu'ils évoquent de plus en plus le massacre de Volhynie dont était responsable Bandera. Donc ça ne sera pas aussi facile que ça. C'était plus facile au début de la guerre d'avoir une unité que quand on s'approche effectivement de la paix. C'est là que ça se joue aussi, Jean-Dominique Merchet? Oui, il y a toujours des divisions entre Européens. Et en même temps, ça fait partie du jeu. Les Européens sont toujours divisés. En même temps, ils réussissent quand même à trouver des positions communes, notamment sur, par exemple, le maintien des sanctions à l'égard de la Russie et l'aide financière à l'Ukraine. Mais on voit bien quand même que, au final, le poids des Européens ne sera pas considérable dans cette affaire, contrairement à ce que sera le poids des Américains dans le processus de décision. La décision de Trump, elle, s'imposera. Point. Et que certains le regretteront, notamment les Français, parce que les Français aiment bien avoir leur mot à dire. Le fait est malheureusement qu'une nouvelle fois, on verra que l'Europe n'est pas un acteur géopolitique majeur. Merci à tous les deux. Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'Opinion. Je rappelle votre livre « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» chez Robert Laffont. Et merci également à vous, Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Russie, notamment votre livre « Madame l'ambassadeur » aux éditions Taillandier.